C'est autour des années 1830 qu'on va assister à la lente émergence de ce qui deviendra le quartier Saint-Sauveur. On va voir alors apparaître de petits noyaux de population, des hameaux ouvriers. Les propriétaires de terrains qui sont situés dans le secteur, comme les Augustines de l'Hôpital Général, les Augustines de l'Hôtel-Dieu ou encore les Ursulines, voient la vigueur des chantiers navals, voient qu'il y a de l'argent à faire et donc vont mettre à profit leurs biens en faisant tracer des rues, par exemple, et en vendant et en louant des lots. Des propriétaires laïcs aussi, de domaines et de villas, vont s'impliquer. Et un des cas les plus importants sera celui de Pierre Boisseau. Boisseau qui, à l'époque, est un commerçant importateur installé en Haute-Ville, rue Garneau. Boisseau va acheter en 1845 un des grands domaines, le domaine Bas-Bijou, et il va le transformer. Et ses efforts vont vraiment contribuer en grande partie à faire naître Saint-Sauveur. Boisseau va voir à attirer des résidents, que ce soit des gens de la ville ou des campagnes environnantes, tant par la construction résidentielle que par l'implantation de services, comme un marché public, par exemple, ou des écoles pour garçons et pour filles, à une époque où les écoles ne sont pas mixtes. Une église aussi, une première église qui sera construite en 1853 et qui sera une desserte de la paroisse Saint-Roch. À l'époque, la paroisse Saint-Roch occupe un immense territoire en Basse-Ville et elle est gérée par le curé Zéphirin Charret, qui va donner son nom au boulevard du même nom. Cette première église, elle va disparaître dans un incendie en 1866, un des grands incendies que la Basse-Ville va connaître, puis elle sera reconstruite, agrandie, et elle sera inaugurée en 1867, et c'est le bâtiment que l'on connaît encore aujourd'hui, l'église Saint-Sauveur. Ainsi, ça se structure, ça se peuple, et ça devient un village qui prend le nom de son fondateur, Boisseauville. Un village qui est indépendant de la ville de Québec. Boisseauville fait alors partie de la banlieue. Des industries aussi vont continuer à venir s'installer dans le village, comme par exemple une corderie. Une corderie qui sera construite en 1847 et qui va se déployer entre ce que sont aujourd'hui les rues de Mazenod et Signé et entre la rue Arago, au pied du coteau, et Bagotte, de l'autre côté du boulevard Charret. Un bâtiment très long, 365 mètres de long. La corderie de Boisseauville sera l'une des plus longues de son époque. Un bâtiment étroit et long en raison des besoins techniques de fabrication de la corde à l'époque. Et cette corderie, elle va aussi brûler dans l'incendie de 1866 qui va emporter la première église. L'année suivante, en 1867, le développement de Boisseauville va être si bon que l'immense paroisse Saint-Roch va être divisée en deux par les autorités religieuses en raison de l'atteinte d'un nombre de fidèles jugés suffisant. Ainsi, la portion à l'ouest de l'actuel boulevard Langelier sera séparée pour forger une nouvelle paroisse, Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, dont le nom sera choisi pour honorer la mémoire de Jean Le Sueur, ancien curé de la paroisse Saint-Sauveur, en France, en Normandie, qui était venu s'installer en Nouvelle-France et qui avait possédé des terres sur le territoire de l'actuel quartier. Et pour gérer cette nouvelle paroisse Saint-Sauveur, on va faire appel non pas à des prêtres ordinaires, des prêtres séculiers, mais plutôt à une communauté religieuse, les Oblats. Les Oblats sont une communauté qui avait été créée en France, mais qui était déjà présente au Québec à l'époque, dans des régions comme la Côte-Nord, le Saguenay ou encore le lac Saint-Jean. Ainsi, un petit groupe d'Oblats va venir s'installer pour gérer la paroisse, avec à sa tête le père Flavien Durocher. Durocher qui va devenir le premier curé de l'histoire de la paroisse en 1867 et qui va le demeurer jusqu'à sa mort en 1876. Et ce nom, Saint-Sauveur, va s'implanter rapidement dans les usages, dans la vie quotidienne, si bien qu'en à peine 5 ans, en 1872, le village va changer officiellement de nom. On va se retrouver ainsi du village de Boisseauville au village de Saint-Sauveur. Durant les décennies 1870 et 1880,
La croissance du village ouvrier de Saint-Sauveur va se poursuivre, mais elle va devenir compliquée et difficile. La ville et la région de Québec vont en effet entrer dans une ère de morosité et de crise économique. Ce qui était le fer de lance, la base de l'économie de la ville et de la région, l'industrie navale, va piquer du nez. On va assister à de nombreuses fermetures de chantiers navals et donc beaucoup de pertes d'emplois. Ça va donc devenir beaucoup plus difficile pour le village d'attirer de nouveaux résidents. Aussi, le village n'a pas beaucoup de revenus. Il y a plus de 10 000 personnes qui habitent le village de Saint-Sauveur, mais ce sont surtout des ouvriers, des artisans. Les maisons sont modestes, très souvent construites en bois. Les valeurs foncières sont peu élevées et donc les revenus de taxes que l'on prélève sont aussi peu élevés. Les rues sont mal entretenues, les trottoirs aussi, lorsqu'il y en a. Il n'y a pas de réseau de distribution d'eau dans le village. Il n'y a pas non plus de réseau d'égout. Ainsi, dans un village où la pauvreté est déjà très présente, les débats vont se multiplier. Ne faudrait-il pas se fusionner à la Ville de Québec pour pouvoir améliorer les infrastructures et améliorer les conditions de vie? Ces débats, ils étaient présents depuis le milieu des années 1850, mais ils vont prendre de la vigueur durant ces décennies difficiles des années 1870 et 1880. En janvier 1889, il y aura un référendum et une majorité de votants va se prononcer contre l'annexion à la Ville de Québec. Cependant, une tragédie, quelques mois plus tard, va précipiter la fin des débats. Le 16 mai 1889, un autre grand incendie ravage la basse-ville. Un incendie qui se déclare vers minuit, rue Saint-Vallier, près de la rue de Mazeneuve. L'absence d'un aqueduc va se faire alors cruellement sentir dans un village où presque toutes les maisons sont en bois. 500 maisons du secteur vont disparaître, soit le tiers du village. Les écoles, cependant, échappent à l'incendie, tout comme le marché public, l'hôpital général ou encore l'église qui avait brûlé en 1866. 200 soldats de la garnison vont être appelés en renfort pour combattre l'avancée du feu. Et 2 d'entre eux vont mourir cette nuit-là en combattant l'incendie. Et lorsque le jour se lève enfin, c'est une vision de dévastation qui attend les gens du village. Souvent, seules les cheminées subsistent, unique partie des maisons qui n'étaient pas en bois. Et 5000 personnes au total se retrouvent sans abri, la plupart non assurées. Dès le mois suivant, le mois de juin, les pourparlers vont reprendre en vue d'une fusion qui permettrait de rattraper les retards accumulés au chapitre des infrastructures. Il y aura de nouveau un référendum en septembre et à ce moment-là, 93 % des gens vont se prononcer pour la fusion à la Ville de Québec. C'est donc en septembre 1889 que Saint-Sauveur passe d'un village indépendant à un quartier de la Ville de Québec. Après la fusion, les retards vont être rapidement rattrapés en parallèle de la reconstruction des centaines de bâtiments qui sont disparus dans l'incendie du mois de mai. La Ville de Québec va investir dans le développement de l'aqueduc, dans le développement du réseau d'égouts, dans l'aménagement des rues, dans la construction de trottoirs. Ce qui va aider la Ville à remplir les promesses qu'elle avait faites aux citoyens du village de Saint-Sauveur pour les convaincre de voter pour la fusion, ce sera la reprise économique. La reprise économique qui se fait sentir en cette fin de 19e siècle. Une reprise qui ne va pas s'opérer sur les anciennes bases de l'économie de la ville, l'industrie navale, mais plutôt sur de nouvelles bases, comme le cuir, comme la chaussure, comme le textile par exemple.
On va aussi réaliser une autre promesse qu'on avait faite aux gens du village de Saint-Sauveur, c'est-à-dire l'établissement d'un grand parc. Et ce sera, en 1897, le parc Victoria. Nommé Victoria cette année-là, en l'honneur du 60e anniversaire de règne de la reine Victoria. Et avec ses espaces verts, ses allées bordées d'arbres, ses serres, ses panoramas sur la rivière, le parc Victoria va constituer instantanément un poumon vert pour la basse ville. À une époque où Québec, comme bien d'autres villes nord-américaines, sont des villes très polluées. Et ce parc Victoria va profiter non seulement aux résidents du quartier Saint-Sauveur, mais aussi, évidemment, aux citoyens du quartier voisin, le quartier Saint-Roch, et aussi, de l'autre côté de la rivière Saint-Charles, aux gens du village de Limoilou. Limoilou qui, lui, est annexé à la ville de Québec en 1909. Ainsi, globalement, avec cette reconstruction post-incendie, avec ce développement des infrastructures, ce développement des services, le quartier va continuer à attirer de nouveaux résidents. Et une de ces artères, la rue Saint-Vallier, va voir se développer une importante présence commerciale. Et Saint-Vallier va devenir la principale artère commerciale du quartier. La rue Saint-Vallier, initialement la route de Lorette, est donc une rue très ancienne à Québec, tirée dès la Nouvelle-France, pour relier le cœur de la ville à la vallée de la rivière Saint-Charles. Mais malgré ce développement commercial, la rue Saint-Vallier n'aura jamais l'ampleur de la rue Saint-Joseph dans le secteur Saint-Roch. La rue Saint-Joseph qui, elle, demeure l'artère commerciale reine de la ville de Québec. Et il n'y a pas que le quartier Saint-Sauveur qui se développe en cette toute fin du 19e siècle, mais aussi les villages aux alentours, à proximité immédiate, comme par exemple le village de Saint-Malo, un village qui se développait petit à petit depuis les années 1840. Et à la toute fin du 19e siècle, en 1898, les autorités religieuses vont juger qu'il y a un nombre de résidents suffisant pour qu'une nouvelle paroisse soit créée, dont le territoire va couvrir grosso modo celui du village. Ainsi, de la même manière qu'on avait séparé l'immense paroisse Saint-Roch en deux pour créer la paroisse Saint-Sauveur, on va séparer la paroisse Saint-Sauveur en deux, à la hauteur de la rue Saint-Luc environ, pour forger cette nouvelle paroisse Saint-Malo. Puis, quelques années plus tard, pour des motifs similaires à ceux des citoyens du village de Saint-Sauveur, soit le développement des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie, eh bien, les citoyens du village de Saint-Malo vont aussi voter pour l'annexion à la ville de Québec, et ce sera en 1908. Et à ce moment-là, le quartier Saint-Sauveur va voir son territoire grandir.